Pour cette séance, du coup, nous allons continuer avec l'exercice qu'on avait traité la semaine passée. Et du coup, si vous vous rappelez, nous avons analysé une grammaire et on s'est intéressé à l'analyse LR ainsi qu'à l'analyse SLR. Donc, si vous vous rappelez, on avait insisté sur le fait que l'analyse LR était une analyse intéressante dans le sens où on pouvait l'appliquer un nombre élevé de grammaire. Cependant, elle avait une table d'analyse parfois qui était assez volumineuse. Et du coup, il y a une autre technique d'analyse ascendante qui est l'analyse SLR, qui est beaucoup plus simple, mais qui parfois génère des tables multidéfinies. Et qu'il y avait une troisième méthode d'analyse, qui est l'analyse LALR, qui était une sorte de méthode intermédiaire entre les deux. Et si vous vous rappelez, on s'était arrêté après avoir développé les items de notre grammaire, les items LR0, parce que pour effectuer une analyse SLR, on passe par les items LR0. Et je vous avais demandé de compléter chez vous la table d'analyse SLR. Donc là, on va continuer sur cet exercice. Donc le but de cet exercice est de vous donner une application de ce que vous avez vu en cours, une application complète donc de l'analyse LR, SLR et l'ALR. Et donc on va continuer sur cet exercice. Donc la grammaire en question est la suivante. Donc c'est la grammaire G. Elle est constituée de cinq productions. Donc, la première production, S donne BA. Ça, c'est la première production. A donne petit a grand B, ou bien epsilon. Donc, ça, c'est la seconde production. Ça, c'est la troisième. Donc, c'est important à chaque fois de numéroter les productions. Et enfin, nous avons B qui donne grand B, petit b, ou bien epsilon. Donc ça, c'est la quatrième production. Et celle-là, c'est la cinquième. Donc ça, c'est notre grammaire. Et on avait développé les items LR0 de cette grammaire afin de définir la table d'analyse. Donc là, pour les items LR0, du coup, on va commencer par l'item I0. Donc l'item I0. L'item I0, on commence par l'axiome. On aura Z qui va donner point S. Et ensuite, à chaque fois que le point se situe à gauche d'un nom terminal, on développe le nom terminal. Et donc là, en l'occurrence, on aura. Donc là, je vais aller un peu vite sur ça parce qu'on les a détaillés la dernière fois. Donc là, on aura B qui va donner point grand B, petit b. Et enfin, B qui va donner point epsilon. Donc là, c'est l'ensemble I0. L'ensemble I1, là, on va utiliser la fonction goTo. Donc, la fonction goTo permet de passer d'un item à un autre en abordant un terminal ou bien un non-terminal. Donc là, en l'occurrence, on commence par grand S. Lorsque I0 rencontre grand S, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un décalage. Et donc là, on aura l'ensemble final des items sera constitué de la production suivante. Donc Z qui donne grand S et le point se décale complètement à droite. Voilà. On passe à I2. Donc I2, on va traiter le cas de I0 avec grand B. Donc, on aura goTo I0 grand B. Et donc là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on aura un décalage du point. Donc on aura S qui va donner grand B point
grand A. Donc, le point qui se décale. On aura aussi S qui va donner grand B point petit b. On aura S qui va donner grand B point petit b. Et on aura grand S qui va donner, non pas grand S, mais donc là on a le point qui se trouve à gauche du grand A et du coup on va développer. Donc on aura grand A qui va donner point petit a grand B. Et enfin grand A qui va donner epsilon. Voilà. Ça c'est pour I2. Donc là on va passer à I3. Alors I3, on aura goto. Donc là I0 on a traité les différents cas. Donc là on va commencer à traiter l'item 2. Donc I2 va donner, donc là si on revient ici, donc I2, lorsque I2 rencontre petit b, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un décalage à droite. Et donc là du coup, on aura grand B qui donne grand B petit b et le point se situe complètement à droite. Voilà. I4, donc là on va s'intéresser à I2, toujours I2, cette fois avec le nom terminal grand A. Donc là je vais aller un peu vite parce qu'on les a déjà traités la dernière fois. Voilà, un décalage. Et enfin I5. Toujours, ah là j'ai oublié de mettre goto. Goto toujours avec I2. Cette fois avec le terminal petit a. Pareil, on aura donc un décalage. Grand A qui donne petit a. Alors, grand A qui donne petit a point B. Alors, B est un nom terminal et du coup on va développer donc grand B qui donne point grand B petit b. Et enfin grand B qui donne epsilon. Là. Reste, alors là je crois qu'on a traité tous les cas. Alors I5, non, il reste encore I5. Donc là on aura I6. Alors goto I5 alors B. Donc là on va faire un décalage. Un grand A qui va donner petit a grand B point. Et grand B qui va donner grand B point petit b. Ah, et enfin reste le dernier cas, le dernier item, donc I7 qui va traiter I6 avec petit b. Donc, I7, toujours la fonction goto, I6 avec petit b, et là on aura un décalage.
donc grand B qui va donner grand B, petit b, point. Voilà. Donc là, ce sont nos items. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que la table, ou bien est-ce que la grammaire est SLR1 ou pas, on va définir tout simplement notre table d'analyse. Maintenant, avant de définir la table d'analyse, juste un petit rappel. Donc, la principale différence entre une analyse SLR et une analyse LR, c'est que pour SLR, en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons effectuer des réductions pour tous les suivants d'un nom terminal. Donc, en réalité, on ne s'intéresse pas au contenu de la chaîne. Donc, dès que j'ai un nom terminal, j'effectue une réduction pour tous les suivants. C'est ce qui permet d'aller plus vite. Et donc là, pour définir ma table d'analyse, avoir le contenu ou la liste des suivants pour chaque nom terminal peut m'aider, peut être intéressant. Et du coup, je vais définir, donc là, je pense qu'on en a déjà parlé, la liste des suivants. Donc, pour les différents noms terminaux. Donc ici, nous avons Z, nous avons S, nous avons grand A et nous avons grand B. Alors, si on revient à notre grammaire, donc pour S, il ne faut pas oublier, nous avons une production supplémentaire ici, pour définir le cas d'arrêt. Alors, pour S, donc les suivants de S, c'est évident, nous allons avoir les suivants 1, bien sûr. Nous allons avoir dièse. Pour Z, pareil. Pour A, donc S donne BA et donc S est complètement à droite, il va récupérer les suivants de S, donc on aura aussi dièse. Par contre, pour B, donc B comme suivant de B, donc évidemment nous avons petit b. Nous avons aussi les débuts de A, du coup nous avons petit a. Et comme grand A donne epsilon, et du coup B récupère les suivants aussi de S. Donc on aura dièse. Okay. Donc ici pour Z, donc on aura dièse. Pour S pareil. Et pour A pareil. Par contre pour B on aura A, B et dièse. Donc là pour tous les suivants de ces noms terminaux, on aura une action à faire. Donc là on définit la table, donc SLR, la table SLR1. Bien, je vais l'écrire à droite. Je vais d'abord dessiner la table et ensuite, pour avoir un peu plus d'espace. Donc là, la table d'analyse, comme la dernière fois, on aura dans les lignes, on aura les différents items. Et dans les colonnes, on aura d'abord les terminaux et ensuite les non terminaux. Donc ici, pour les terminaux, donc on aura petit a, petit b, on aura dièse. Pour les terminaux, on aura S, on aura grand A, on aura grand B. Alors ici, je vais écrire SLR. Voilà. Pour les items, du coup, on va, au lieu de mettre à chaque fois I0 et 1, je vais juste mettre leur numéro. Donc là, on aura 0, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois qu'on s'est arrêté à l'item 7. Voilà. 2. Voilà. Donc là, du coup, on reprend les différents items et on commence à remplir notre table d'analyse. Donc lorsque je me trouve au niveau de l'item I0 et que je rencontre petit a, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque I0 rencontre petit a, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, je parcours l'ensemble de mes items. Pardon. Donc I0 rencontre petit a. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais?
Voilà. Là, lorsque je rencontre petit a, du coup, je m'intéresse à l'item I0. Donc, l'item I0, vous remarquez quelle est la production où il y a le point le plus à droite, c'est-à-dire qui est prêt à être réduit. Vous remarquez que c'est la production PB, pardon, donne epsilon. Et donc là, ça correspond à quelle règle de production? Ça correspond à la règle 5. Maintenant, on va l'appliquer pour quel terminal? Donc, comme je vous l'ai dit, pour SLR1, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir tous les suivants. Donc, pour le nom terminal B, les suivants, c'est petit a, petit b et dièse. Donc, on va appliquer la réduction 5 pour petit a, petit b et dièse. Donc là, on aura... Peut-être je vais changer de... Donc là, on aura R5, R5, et ici R5. Lorsque l'item I0 rencontre petit grand S, on va essayer de voir dans les différentes fonctions GoTo. Lorsque I0 rencontre grand S, on passe à l'état 1. On passe à l'état 1. I0 rencontre grand A, je crois que cette fonction GoTo n'existe pas dans notre fermeture. Et du coup, on va passer au cas où I0 rencontre grand B. I0 rencontre grand B, on passe à l'item I2. Donc là, je vais mettre I2. Voilà. C'est exactement le même principe pour le remplissage de la, en utilisant la méthode LR1. On passe à l'item 1. Donc l'item 1, pour aller vite, lorsque l'item 1 rencontre, alors l'item 1, hop, lorsque l'item 1 rencontre dièse, c'est le dernier, c'est la dernière production à exécuter, et du coup, on appelle ça un état d'acceptation. Là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre OK, ou bien ACC. Voilà. On passe à l'item I2. Donc l'item I2, lorsque I2 rencontre petit a, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un décalage. Donc on va faire un décalage qu'on va nommer D5. Décalage 5. Décalage 5. Lorsque I2 rencontre petit b, alors lorsque I2 rencontre petit b, alors, est-ce que ce cas de figure existe? I2 petit b, ouais. I2 petit b, on va faire un décalage, et c'est le décalage 3. I2 petit b, décalage 3. Lorsque I2 rencontre dièse, alors lorsque I2 rencontre dièse, on va aller voir l'ensemble des productions. Donc là, on s'intéresse aux productions les plus, là où le point est le plus à droite, c'est-à-dire les productions qui sont prêtes à être réduites. Donc là, on a A qui donne epsilon. Donc A qui donne epsilon, cela correspond à la réduction 3. Donc, la réduction 3, quels sont les suivants du nom terminal A? C'est dièse, donc ça s'applique uniquement à dièse. Donc là, je vais mettre R3. Voilà. Lorsque, alors l'item I2, il ne rencontre pas grand A. Par contre, lorsque I2 rencontre, non, il ne rencontre pas grand S et grand B, par contre, il rencontre grand A. Donc I2, grand A, pour ne pas se tromper. Alors I2, grand A, on passe go to l'item I4. Donc, là, je vais mettre 4. Voilà. Maintenant, pour l'item I3, donc lorsque I3 rencontre petit a, alors I3, hop. Alors ici, on s'intéresse au cas où donc, il y a une seule production qui est intéressante. C'est là où le point est complètement à droite. Donc, cette production, c'est la production numéro grand B, donc c'est la production numéro c'est la production numéro 4. Et là, du coup, on s'intéresse au suivant de B pour voir à quels sont les terminaux auxquels on va appliquer cette réduction. Donc les suivants de B, c'est AB dièse, et du coup,
Là, on va appliquer la réduction 4 aux 3 terminaux. Donc là, on aura A, pardon, non pas A, on aura du coup R4, R4. Voilà. Maintenant pour I4, qu'est-ce qui va se passer? Donc I4, on va s'intéresser à I4. Donc lorsque I4, on a une production où on a le point qui est complètement à droite, donc c'est la production S donne BA, donc S donne BA, S donne BA, c'est la production numéro 1. La production numéro 1, on l'applique à quel terminal? Les suivants de S. Alors les suivants de S, on n'a que dièse, et donc on va l'appliquer uniquement. Voilà, I4, lorsque je rencontre dièse, je vais appliquer R1. Je vais appliquer R1. Voilà. Maintenant pour I5, on va voir ce qui se passe dans I5. Alors I5, j'ai une production intéressante, c'est B donne epsilon. Donc cette production B donne epsilon, elle est numérotée 5. Donc je l'applique à quels terminaux? Je l'applique aux terminaux A, B dièse. Pourquoi? Parce que c'est les suivants de B. Donc là, on aura R5, R5, R5. Maintenant, est-ce que I5 rencontre un non terminal? Alors, est-ce que I5 rencontre un non terminal? I5. Alors, est-ce que I5 rencontre un non terminal? Attendez, I0B, I0S, I2B, I2A, I2A. I5B. Alors, lorsque I5 rencontre B, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons à l'état ou à l'item I6. Donc là, on aura 6. Voilà. On passe à I6. Alors, I6, lorsque I6 rencontre petit b, qu'est-ce qu'on fait? On fait un décalage qu'on appelle décalage 7. Là, je vais compléter. On aura B7. Vous remarquez qu'on a une production aussi où le point est complètement à droite. C'est grand B dans le grand B petit b. Alors, grand B dans le grand B petit b. C'est quel numéro? C'est la réduction 4. Et on l'applique par conséquent. Alors, je reviens ici. On l'applique au suivant de I7. Et alors là, je crois que je me suis trompé. C'est ici, c'est non pas I7. Et donc là, on s'intéresse à I6. Donc là, la production où le point est complètement à droite, c'est la production grand A dans le petit a grand B. Et donc là, en l'occurrence, c'est la production 2. Et donc, on s'intéresse au suivant de A. Les suivants de A, il n'y a que dièse. Donc, on va appliquer la réduction 2 sur le terminal dièse. Réduction 2 sur le terminal dièse. Réduction 2 sur le terminal dièse. Parfait. Reste le dernier item, I7. Donc là, I7, lorsque I7 rencontre quelque chose, non, on n'a pas ce genre de fonction goto pour I7. On a une production grand B dans le grand B petit b, le point est complètement à droite, donc ça c'est la réduction numéro 4, et on va l'appliquer à tous les suivants de B, à savoir A, B dièse. Donc là on aura R4 pour les trois. Voilà. Donc là c'est notre table d'analyse. Donc on remarque que la table est monodéfinie. Et donc là, du coup, on peut dire que G est bel et bien G et SLR. Voilà. Donc là, c'était pour répondre à cette question. Maintenant, on continue à avancer pour vous donner un aperçu global des différents types d'analyse. On va essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que G est LALR1 ou pas? On va répondre à cette question. Est-ce que G est LALR1?
Pour savoir si une grammaire est LR1 ou pas, donc on va procéder de la manière suivante. Ce qu'on va faire, on va définir l'ensemble des items. Alors ce qu'on va faire, on va définir l'ensemble des items LR1 et par la suite, on va reprendre le cœur de chaque item. Alors quand je dis cœur d'un item, alors par exemple, c'est juste un exemple, hein, si je dis Z donne par exemple point S dièse, hein, ça c'est un élément d'un item. Alors le cœur de cette production, ou de cet élément de l'item, c'est ça. Attendez, je vais prendre une autre couleur. C'est ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir l'ensemble des items. Et là où on trouve des productions, donc bien des items qui ont des cœurs de production similaires, ce qu'on va faire tout simplement, on va les merger, c'est-à-dire on va les fusionner pour avoir un seul item. Donc c'est la seule optimisation que nous allons faire par rapport à LR1. On va reprendre l'ensemble des items, on vérifie les cœurs des différents éléments. Si on trouve des cœurs qui sont similaires, qu'est-ce qu'on va faire? On va les fusionner en un seul état et on va réécrire la table d'analyse pour voir si cette dernière est bel et bien monodéfinie ou pas. D'accord? En commençant par reprendre les items LR0, on va effacer ça. Je vais donner un titre, donc là je vais juste dire et là, LR pour ne pas se perdre. Et là, LR. Donc là, LR. Voilà. Et du coup, on va commencer à reprendre les différents items rapidement. Et on va essayer de détecter les items qui ont des productions avec le même cœur. Okay, donc, on va commencer par I0. Donc, I0, donc là, si vous vous rappelez, il était composé des productions suivantes. Donc, Z donne S dièse. S qui donne point BA dièse, point BA dièse, B qui donne point B, petit b, on avait A, B dièse. Donc là, je reprends les items LR0, on est bien d'accord. Et enfin, on avait B qui donnait en peptidone avec A, B dièse. Voilà. Ça, c'était I0. Oups, pardon. I1. Donc I1, la fonction goto. Donc là, pas la peine de revenir sur les... je vous invite à revoir la vidéo de la semaine passée pour voir les détails de la génération de ces items. Là, on est juste en train d'essayer de détecter les items communs entre les éléments d'items qui sont communs entre les différents items pour les fusionner. C'est ça l'objectif, afin d'avoir une table d'analyse LALR. Donc là, vous remarquez qu'entre I0 et I1, il n'y a rien d'intéressant. Et du coup, on va passer à I2. I2, donc go to I0, grand B. Et donc là, on avait donc S qui donnait B point A. On avait dièse. On avait B qui donnait grand B point petit b avec A dièse
B. On avait grand A qui donnait point, petit a, grand B dièse. Et enfin, on avait grand A qui donnait donc epsilon avec dièse. Donc là, pareil, si on essaie de voir, donc on a S qui donne BA dièse, mais le point n'est pas positionné au bon endroit. Donc là, entre I0, I1 et I2, il n'y a rien à prendre en considération. Donc là, je vais juste mettre LR 2 pour ne pas se perdre. Et là, LR 2. Voilà, on continue avec I3. Donc, I3, goto, I2, grand A. Et là, du coup, on avait S qui donnait grand B, grand A, point, dièse. Donc là, pareil, rien d'intéressant. I4, donc là, goto, I2, B. Donc là, on avait B qui donnait grand B, petit b, point, donc A, B, dièse. Alors ici, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Alors I4, donc grand B qui donne grand B, petit b, grand B qui donne grand B, petit b ici. Oui, peut-être avec I0. Alors grand B, petit b, oui. Le problème, c'est que afin de fusionner deux items, il faut avoir un cœur similaire, mais pour toutes les productions. Alors ici, I0 contient la production Z donne S, S donne BA, et chose qui n'existe pas dans I4. Donc on ne peut pas fusionner I0 et I4. On continue avec I5. I5, go to I2A. Go to I2A. Voilà. Donc là, on va avoir un grand A qui donne petit a point grand B, dièse. On avait aussi grand B qui donnait point grand B, petit b, dièse B, grand B, point grand B dièse. On va essayer de voir ce que ça donne ici. Alors I5, pareil, ça marche pas parce qu'il faut avoir exactement les mêmes productions. Grand B, petit b, non, ça ne le fait pas, il y a le S qui manque. Ok, on continue avec I6. Alors pour I6, donc I5 go to, pardon. I5 grand B. Donc là, on a un grand A qui donne petit a, grand B, point, dièse. Là, on a grand B qui donne, désolé, ça bloque un peu parfois, grand B, point B, dièse B. On termine ici. Dièse B. Alors là, pour I6, pareil. Donc là, le point n'est pas bien positionné. Reste I7.
pour voir s'il y a moyen de fusionner des items. Alors, pour le I7, on aura goto I6B. On aura goto I6 petit b. Et là, du coup, on aura grand B qui donne grand B, petit b, point, donc dièse, ou bien B. Okay. Donc là, si on s'intéresse un peu plus en détail aux différents items, on remarque qu'entre I4 et I7, il y a possibilité de faire quelque chose. Nous avons une seule production, donc grand B donne grand B petit b. Le point est positionné exactement au même niveau. Donc là, les suivants, ce n'est pas les mêmes, mais nous, on s'intéresse au cœur des productions. Donc le cœur des productions, vous remarquez que ce cœur-là est exactement similaire à celui-là. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut fusionner ces deux items en un seul item qu'on va appeler I47 ou bien I47. Je vais réécrire. Donc là, l'idée, c'est de faire quoi? C'est de garder exactement les mêmes items, sauf que ce que nous allons faire, nous allons effacer I4 et I7, le remplacer par un nouvel item qui s'appelle I47. Donc, je vais effacer I4. Voilà. Je vais effacer I7. Et ce qu'on va faire, on va remplacer ça par un nouvel item, donc qui s'appelle I. Oh, peut-être qu'on va changer de couleur. Le bleu. Qu'on va appeler I47. Voilà. Et qui va contenir, du coup, la production suivante. Donc, la production avec le cœur commun, c'est B qui donne grand B, petit b, point. Et on va reprendre, on va fusionner les suivants. Du coup, on aura AB dièse. A, B, et dièse. Voilà. Maintenant, pour générer la table d'analyse LALR, ce qu'on va faire, on va reprendre exactement la même table que celle qu'on avait eue pour l'analyse LR. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va fusionner tout simplement les états 4 et les états 5. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais reprendre la table LR1 et ensuite, on va la modifier. Donc là, on aura la table LR. On va reprendre la table comme d'habitude. Donc ici, donc on aura les terminaux AB dièse S AB pour les non-terminaux. Ici, on aura les différents items. Donc on aura 0, on aura 1, on aura 2, on aura 3, 4, 5, 6 et enfin 7. Voilà. Donc là, je vais juste mettre donc table LALR. Voilà. Donc je reprends. Donc là, c'est la table LR et ensuite qu'on va modifier. Hein. Donc ici, on avait R5. Voilà. Pareil, R5. 5. Alors 1, 2.
là, c'était l'état d'acceptation. Décalage 5. Décalage 4. Ici, nous avions R3. Là. Alors, je crois que je me suis trompé. Oui, là, je me suis trompé. En fait, c'est décalage. C'était pour l'état 2. Donc, ici, on avait décalage 5. Décalage 4. Ici, R3. Ici, on avait R1. Et pour l'item 4, on avait réduction 4. Réduction 4. Réduction 4. Ah, là, je suis en train de faire du n'importe quoi. Alors, désolé, là, je me suis encore trompé. C'est du n'importe quoi. Alors, en fait, voilà, il y a ça qui manque. Voilà. Donc là, du coup, on a R3. Et ici, on a R4. Voilà, désolé. Ici, on avait 3. On passe à l'item 3. Ici, on avait réduction 5. Heureusement que c'est une vidéo enregistrée. Donc là, du coup, vous pouvez avancer pour gagner du temps. Voilà, aller exactement aux parties intéressantes. Donc, item 7, on avait ici P7. Ici, R2. Voilà. Et enfin, ici, on avait R4. R4. Parfait. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, on va fusionner l'état 4 et l'état 7. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va avoir comme conséquence? Donc, au lieu d'avoir l'état 4, on aura l'état 47, d'accord, en fusionnant les deux. Donc là, je vais utiliser une autre couleur, je vais utiliser le vert. Donc là, on aura l'état 47 et on va fusionner les deux. Alors ici, pour le petit a, on a une réduction 4, donc on a 4. Pour l'état petit b, donc R4, R4, voilà, c'est une union et du coup on garde une seule action. De même pour dièse. Maintenant pour le reste, voilà, pour le reste, il n'y a pas lieu de faire grand chose. Maintenant ce qu'on va faire, on va supprimer l'item I7. Donc ça je vais l'effacer. Encore une bêtise. Voilà. Donc je vais supprimer ça. Hop, je vais remettre juste là la ligne. Voilà. Et autre chose, là où j'ai des décalages qui sont nommés décalage 4 ou bien décalage 7, je vais les renommer en décalage 47. Parce qu'en fait, l'item 4 et l'item 7 n'existent plus. Donc là, par exemple, au lieu d'avoir décalage 4, on aura décalage 47. Ici, on aura donc décalage 47. Voilà. 47. Ici, par exemple, pour I6, nous avons avec le terminal petit b décalage 7. Là, pareil, on va supprimer ça. Et on aura décalage 40. Oups, j'aimerais bien écrire en vert. Décalage 47. Voilà. Je crois que c'est tout. Voilà. Ce sont les seules modifications à faire. Là, je vais juste remettre ça. Voilà.
Et je crois que j'avais oublié pour l'item I5, lorsque je rencontre petit b, je passe à l'item 6. Voilà, je fais ça. Donc en gros, voilà, voici notre table d'analyse LALR1. Donc on a fusionné l'item 4 avec l'item 7. Là où j'ai des décalages I4 ou décalage 4 ou 7, je les remplace par le nouvel état, donc décalage 47. Je supprime l'item 7 qui a été fusionné avec l'item 4. Et voici ma table LALR1. Maintenant, vous remarquez que la fusion n'a pas généré une multidéfinition de la table. Et donc, du coup, on peut affirmer que la table, que la grammaire G est bel et bien LALR1. Donc là, on peut répondre à la question en disant que G est LALR1. Ça, c'était pour répondre à cette question. Bien, donc là, on va prendre un exemple d'une chaîne qu'on va essayer d'analyser en utilisant notre table SLR. Donc, pourquoi SLR? Parce que c'est la méthode la plus efficace. Vu que notre grammaire est SLR1, on va en profiter et on va analyser une chaîne. Donc, par exemple, je vais prendre la chaîne oméga égale la chaîne oméga égale, par exemple, pour ne pas avoir une table, une pile d'analyse trop importante, je vais prendre petit b, par exemple, A, et avec notre symbole d'arrêt dièse. Voilà. Là, ça va le faire. Donc, comme on l'avait fait pour les analyses descendantes, donc je vais définir ma table. Donc là, on va avoir l'état de la pile d'analyse. Là, on va avoir... Alors là, je préfère avoir une colonne un peu plus importante. Donc, je vais effacer la chaîne. Donc là, on aura pile. Voilà, je pense que ce sera suffisant. On aura l'état de la chaîne. On aura l'état de la chaîne. Et on aura enfin l'action à exécuter à un instant T. Voilà. Hop. Et on va commencer à analyser notre chaîne de caractères. Donc l'état initial de la pile, donc j'ai dièse qui est mon caractère d'arrêt, je commence avec l'état 0. Donc là on parle d'état plus que d'item, parce que là on est proche de l'implémentation et que ces items en réalité seront implémentés en tant qu'état d'un automate. Donc là notre chaîne est la suivante, bb petit a dièse. Alors, là, on va utiliser notre table SLR pour répondre à la question quelle est l'action à faire sur cette chaîne. Je suis au niveau de l'état 0, je rencontre petit b, qu'est-ce que je fais? J'applique la réduction 5. Donc, la réduction 5, c'est celle-là. Epsilon devient et réduit au non terminal grand B. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va appliquer la réduction 5. Et donc, par conséquent, on va réduire epsilon, c'est-à-dire le néant, on va le réduire à grand B. Lorsque I0, ou bien lorsque l'état 0 rencontre grand B, je passe à l'état 2. Donc, je vais empiler l'état 2. Au niveau de la chaîne, je ne vais pas avancer. Donc, je vais toujours avoir petit b, A dièse. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'ai l'état 2 et je rencontre petit b. Qu'est-ce que je vais faire? Je consulte ma table. L'état, je suis au niveau de l'état 2, je rencontre petit b, je fais un décalage à droite. Enfin, décalage à droite. Décalage 3. C'est un décalage qui est à droite. J'effectue le décalage 3. Décalage 3, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais avancer dans la chaîne et empiler le caractère éliminé de la chaîne. Donc là, je vais avoir toujours dièse, donc 0.
grand B, 2, j'empile petit b, c'est un décalage 3 et du coup je passe à l'état 3. Dans la chaîne, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avancer. Je vais avoir BA dièse. Parfait. L'état 3 rencontre petit b, qu'est-ce qui va se passer? L'état 3 rencontre petit b, je vais faire réduction, je vais exécuter une réduction. Quelle réduction? C'est la réduction 4. La réduction 4 correspond au fait de réduire grand B, petit b, on le réduit au non terminal grand B. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va appliquer la réduction 4. Et là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va réduire, donc on garde toujours dièse, 0. Par contre, grand B, petit b sera réduit à B. L'état 0, lorsque l'état 0 rencontre grand B, qu'est-ce qui va se passer? Je passe à l'état 2 et du coup, je vais empiler l'état 2. Je vais empiler l'état 2. La chaîne n'avance pas, donc toujours petit b, petit a, dièse. J'ai l'état 2 qui rencontre petit b. Qu'est-ce qui va se passer? L'état 2 rencontre petit b, je vais faire un décalage à droite. Je vais faire un décalage à droite. Décalage 3. Décalage 3. Donc là, je vais avancer dans la chaîne. Donc j'aurai dièse, j'aurai 0, grand B, 2. Donc je vais empiler petit b. Et grand 2, lorsque l'état 2 rencontre petit b, qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'empile petit b, du coup, j'avance dans la chaîne. Donc, j'aurai petit a dièse. Voilà. Décalage 3, donc du coup, j'empile l'état 3. L'état 3 rencontre petit a. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire une réduction. Quelle réduction? Réduction 4. Donc, la réduction 4 correspond à grand B petit b qui sera réduit à grand B. Donc là, réduction 4. Cela va se traduire par, donc là on aura dièse, toujours l'état 0, l'état 0, grand B, qui est le résultat de la réduction de grand B, petit b. 0 rencontre grand B, du coup je passe à l'état 2, du coup j'empile l'état 2. Toujours dans la chaîne, je n'avance pas, donc toujours A dièse. Voilà. Maintenant l'état 2 rencontre petit a, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire un décalage, décalage 5. Décalage 5. Je vais essayer d'avancer, hop. Décalage 5, donc toujours dièse, 0, grand B, 2. Donc là, je vais avancer dans la chaîne, c'est-à-dire je vais avoir dièse, du coup, je vais empiler petit a, décalage 5, du coup, j'aurai l'état 5. Voilà. Revenons à la table. L'état 5 rencontre dièse. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire une réduction. Quelle réduction? Réduction 5. Réduction 5. La réduction 5 correspond au fait de réduire epsilon à grand B. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais avoir toujours dièse. Je vais avoir 0. Ça ressemble plus à un 6 qu'un 0. Hop, voilà, c'est mieux. Grand B. 2. Petit a. 5. Par la suite, j'aurai grand B. 1.
lorsque 5 rencontre grand B, qu'est-ce qui va se passer? Je passe à l'état 6. Du coup, ici, je vais empiler. Hop, je vais effacer ça. Je vais empiler l'état 6. Voilà. Bon, dans ma chaîne, rien ne se passe. Lorsque l'état 6 rencontre dièse, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire une réduction. Quelle réduction? C'est la réduction 2. Donc, où suis-je? Voilà, réduction 2. Alors, la réduction 2, elle correspond à quoi? Petit a grand B, on le réduit à grand A. Et du coup, on aura comme résultat, donc on aura dièse, toujours, l'état 0. Alors ici, j'ai une petite erreur, ici, voilà. L'état 0, grand B. Et ensuite, on aura une réduction. Donc l'état 2, grand A petit b, on le réduit à quoi? On le réduit à grand A. Lorsque l'état 2 rencontre grand A, on va passer à l'état 4. Donc ici, on aura l'état 4. Ici, on ne bouge pas. On enchaîne. Donc l'état 4 rencontre dièse. L'état 4 rencontre dièse. Réduction 1. Réduction 1. La réduction 1, elle correspond à grand B, grand A qui donne S. Grand B, grand A qui donne S. Du coup, qu'est-ce qu'on aura? On aura dièse, l'état 0, grand B, grand A qui donne S. Lorsque l'état 0 rencontre S, on passe à l'état 1. L'état 1. On n'avance pas dans la chaîne. Je reviens à ma table SLR. Lorsque l'état 1 rencontre dièse, c'est l'état d'acceptation. Tout simplement, l'analyse s'arrête. Et du coup, la chaîne petit b, petit a dièse est une chaîne qui est acceptée par la grammaire G. Donc voilà, là c'était juste pour vous donner du coup un panorama complet d'une analyse ascendante sur une grammaire donnée. Donc, on a vu comment effectuer une analyse LR, on a vu comment effectuer une analyse SLR et une analyse LALR. Et je vous ai même donné un exemple pour dérouler, pour analyser une chaîne de caractères en utilisant une table SLR. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous présenter une petite démonstration sur l'outil YAC Bison, donc pour vous présenter les éléments de base de l'outil Bison. C'est l'outil qui va nous permettre donc d'effectuer des analyses ascendantes. Donc c'est un outil qui va générer un analyseur LALR1, d'accord? Et du coup, je vais vous présenter cette démonstration. Par la suite, je vais vous donner un exercice à traiter chez vous. Donc, vous devez le remettre avant la semaine prochaine. Enfin, vous avez une semaine pour le remettre. Et cet exercice, donc, vous remettez l'exercice sur papier. Vous allez implémenter aussi la grammaire en question sur Bison. Donc, ce sont des travaux à remettre et qui seront notés. D'accord ? Donc, pour notre démonstration sur l'outil Bison, alors là, je vous ai préparé un exemple qui est basé sur une grammaire très utilisée dans la littérature pour illustrer ce genre d'outil. C'est une grammaire qui génère des expressions arithmétiques classiques avec opération plus, moins, multiplication, etc. Donc ça, c'est une grammaire standard. Et j'ai défini cette grammaire au niveau de l'outil Flex et Bison afin de générer un analyseur syntaxique de type LALR, une analyse ascendante avec l'outil Bison. Bien sûr, comme on en avait parlé la dernière fois, pour générer des analyseurs descendants, il existe d'autres outils, par exemple comme l'outil JavaCC. Mais en l'occurrence, pour définir la grammaire, il n'y a pas une grosse différence d'un point de vue développeur. Alors là, j'aimerais commencer par le fichier Flex,
et mettre en avant les modifications à apporter à un fichier Flex afin de l'intégrer avec l'outil Bison. Alors, on va commencer par la première partie du fichier Flex. Alors, vous remarquerez qu'au niveau des includes, on a un nouveau fichier qui a fait son apparition. C'est le fichier com.tab.h. Alors, c'est un fichier qui est généré par Bison et c'est un fichier qui va contenir la définition des différents tokens. Quand je dis tokens, c'est les terminaux de ma grammaire. On a utilisé aussi stdlib. Donc stdlib, c'est juste pour faire appel à la fonction atof qui permet de convertir une chaîne de caractères en une valeur numérique. Et enfin, on a aussi inclus un fichier qui s'appelle global.h. Alors ce fichier, il définit juste le type d'une variable qui s'appelle yval et qu'on va utiliser pour retourner nos valeurs numériques pour communiquer ces valeurs entre Flex et Bison. Alors là, on définit un type, type, qui est de type double et qu'on affecte et qu'on définit, qu'on attribue à la fonction ou à la variable yval. D'accord? Donc là, c'est par rapport aux modifications à effectuer au niveau de la première partie du fichier Flex. Maintenant, au niveau de la seconde partie, donc il n'y a pas grand-chose qui change. Donc là, on définit nos macros, par exemple pour reconnaître un chiffre, un entier, un réel. Et par la suite, ce qui se passe, c'est que dès qu'on reconnaît un lexème, une entité, il y a une action à exécuter. D'accord? Donc ici, en l'occurrence, lorsque je rencontre par exemple un plus, un moins, une étoile, là, ce sont des terminaux et je les retourne directement tels quels en tant que token pour la suite de l'analyse. Donc là, je vais retourner plus, je vais retourner moins. Donc ça, ce sont des tokens qui vont être utilisés au niveau de Bison. Il y a juste une différence par rapport à l'entité lorsque je reconnais un réel. Donc je retourne un token qui correspond à ce réel, c'est-à-dire le token nombre. Par contre, je fais autre chose. Je retourne aussi la valeur qui correspond à ce réel. Et je l'affecte à la variable yval. Et c'est grâce à cette variable qu'on sera en mesure d'effectuer concrètement les opérations arithmétiques au niveau de Bison. C'est-à-dire que c'est au niveau de l'analyse syntaxique, lorsque les réductions sont faites au fur et à mesure de l'analyse, que les calculs sont faits et aussi que les routines sémantiques sont appelées. Les routines sémantiques, c'est ce qui va permettre de passer à la troisième étape de la compilation. Donc, on a vu le traitement effectué au niveau de l'analyse lexicale, on a vu son objectif. Là, on est en train de travailler sur la partie syntaxique, mais une fois la partie syntaxique terminée, le fait de s'assurer que l'ordre des entités est correct n'est pas suffisant. On doit aussi compléter avec une analyse sémantique, et c'est au niveau justement de ces réductions que les routines sémantiques sont appelées, sont déclenchées. Donc là, c'est pareil, on va retourner la valeur qui correspond au réel, donc là, on fait appel à la fonction atof, et on retourne aussi le token qui correspond à ce terminal. Voilà. Par la suite, bien évidemment, il n'y a pas de fonction main, cette dernière sera appelée au niveau de Bison. D'accord? Donc vous remarquez qu'il n'y a pas une grosse différence avec un fichier Flex qui se contente de l'analyse lexicale. Et par la suite, donc là on va passer au fichier Bison et on va essayer de le décortiquer et voir un peu les différents éléments qui composent un fichier Bison. Donc c'est la même chose pour YAC. Hein. Et juste, j'ouvre une parenthèse, pour l'installation de Bison, si vous êtes sur Linux, c'est très simple. Donc vous procédez exactement de la même manière avec Flex. Donc là, on va s'intéresser à la première partie. Donc la première partie, qu'est-ce qui va se passer? Donc on a nos includes. Et l'élément le plus important de cette première partie, c'est la définition des tokens. Alors là, comme je l'ai noté, donc là, on définit les différents terminaux en utilisant le mot-clé %token. Donc en utilisant %token, donc je déclare tous mes tokens. Donc il n'y a aucun ordre, ou bien l'ordre des tokens ou l'ordre de la déclaration des tokens n'a aucun impact sur l'analyse syntaxique. Donc vous pouvez les déclarer dans n'importe quel ordre. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre,
si on veut mettre en avant l'associativité et la priorité des différents opérateurs, donc quand je dis associativité, si je fais par exemple 1 plus 2 plus 3, si j'ai une associativité gauche, donc j'aurai 1 plus 2 qui sera réduit en premier, du coup qui sera calculé en premier, avant de passer à plus 3. Là, c'est une associativité gauche. Une associativité droite, on peut l'avoir par exemple dans le cas de l'opération exponentiation. Là, l'associativité se fait à droite. Et les mots-clés left and right, donc, ils permettent de faire ça. Il y a aussi autre chose, l'ordre dans lequel les tokens sont déclarés en utilisant $left et $right, là aussi ça a une importance. Donc les derniers tokens qui sont déclarés ont la priorité la plus élevée. Donc si je fais par exemple 1 plus, ou bien 4 plus 6 fois 7, vous remarquez que la multiplication et la division sont déclarées sont déclarées dans une ligne inférieure ou plus loin dans le fichier que le plus et le moins. Et du coup, on aura cette réduction qui va se faire avant le plus. Et c'est important parce que la multiplication est plus prioritaire. D'accord? Donc ça, c'est la première partie du fichier Bison. Aussi, au niveau de la première partie, on utilise %start pour définir l'action de la grammaire. Et par la suite, la seconde partie, c'est là où on définit notre grammaire à proprement parler. Donc, vous remarquez, par exemple, ici, input, c'est le membre gauche de production. Ensuite, j'utilise 2 points. Donc, ça, c'est équivalent à la flèche qu'on a l'habitude d'utiliser. Et ensuite, on a les membres droits de production, exactement comme on a l'habitude de faire. Donc là, on définit notre grammaire. Par la suite, ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois qu'une réduction est faite, il y a une action à exécuter, un travail à faire. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va exécuter ces actions. Hein. Par exemple, ici, j'ai expression qui donne expression plus expression. Donc là, il y a une action à faire. On va exécuter ces actions en utilisant un type particulier de variable qu'on appelle les $. Donc, dollar avec un numéro qui correspond à l'ordre de l'élément dans le membre droit de production. Par exemple, ici, quand je fais $1 plus $3, alors ici, le plus, c'est du C, hein, du coup, c'est l'opération arithmétique plus, c'est l'addition. Quand je dis $1 plus $3, $1 correspond à la valeur qui a été réduite pour le membre droit de production expression, et $3 correspond à la valeur qui a été réduite par le membre droit de production expression. Donc si j'avais mis $2 va correspondre à plus. Hein, mais plus c'est un terminal, il n'y a aucune valeur qui est associée à plus. C'est pour ça qu'on a fait $1 plus $3. Maintenant, $, fait référence à la production courante, c'est-à-dire que la somme de $1, $3 sera stockée dans $. De même, par exemple, ici, lorsqu'on réduit l'opération de puissance, là, on va utiliser la fonction power. Et pareil, donc on va prendre comme argument $1 qui va correspondre à l'expression et $3 qui va correspondre au troisième élément dans le membre droit de production. D'accord? Voilà, c'est là où on définit notre grammaire. Donc ici, la dernière réduction qui correspond à l'état d'acceptation. Comme action, on a juste un affichage, on affiche $1, c'est-à-dire expression, et qui va contenir le résultat final des opérations arithmétiques. Okay. S'il y a une erreur, donc on affiche le message généré par l'analyseur, donc on reprend le paramètre, la chaîne de caractères S. Et enfin ici, on fait appel au main. Donc le main, c'est là où on lance l'analyseur YYParse. Donc c'est lui qui va générer notre analyseur syntactique. Donc vous remarquez que la structure d'un fichier Bison est assez simple. Donc je commence par définir les différents tokens. J'ai ma grammaire et les actions qui correspondent à chaque réduction qui est faite. Et là, dans la prochaine step de notre travail au niveau de ce module de compilation, c'est là où on va insérer
nos routines sémantiques pour faire des vérifications sémantiques supplémentaires. Donc là, c'est vraiment un exemple de base, juste pour introduire cet outil. Et enfin, reste la compilation. Donc, une fois ce fichier compilé, il y a un analyseur qui sera généré. Donc, pour la compilation, alors on commence toujours par compiler un fichier Bison. On commence toujours par Bison, qui va générer le fichier comp.tab.h qui sera utilisé dans Flex. Donc, on commence par Bison. Donc, le %d permet juste de donner l'ordre à cet interpréteur de générer le comp.tab.h qui définit les terminaux. Alors là, je vous ai ajouté, c'est juste pour dire qu'on peut renommer les fichiers. Par exemple, si on veut renommer comp.tab.h en comp.h, pour faire simple, on peut utiliser la commande move. Généralement, c'est ce qu'on utilise pour renommer des fichiers. Donc là, on peut se contenter de Bison si ça ne nous dérange pas d'utiliser les nominations par défaut qui sont générées par l'outil. Par la suite, on génère notre analyseur lexical. Donc là aussi, il y a un fichier C qui est généré. Et par la suite, ce qu'on fait, on compile le tout pour générer un exécutable. Donc toujours, on utilise GCC, c'est du C. Bison génère comp.tab.c et Flex, comme on a l'habitude de voir, génère lex.yy.c. Ne pas oublier -lm pour pouvoir faire appel à, je crois, la fonction power. Donc c'est la librairie mathématique, on en a besoin. Et ne pas oublier -lfl, c'est par rapport à la fonction yy, comment ça s'appelle, celle qu'on avait vue dans l'exercice 2 ou 3, donc qui permet de faire d'exécuter un traitement lorsque j'arrive vers la fin d'un fichier. Donc quand cette fonction n'est pas appelée, ça génère un warning, et donc -lfl permet d'éviter cela. Voilà. Donc là, on va tester tout ça. D'accord? On va tester tout ça. Donc on va compiler, on va commencer par le fichier Bison. Par la suite, on compile le fichier Flex. On compile le tout pour générer un analyseur. Donc, notre exécutable s'appelle Flex Bison test. Et là, on va essayer par exemple d'introduire une expression arithmétique. 1 plus 2 plus 3. Et là, notre résultat est égal à 7. Ça veut dire que déjà, ça veut dire que les entités lexicales ont été reconnues en tant que telles. Donc l'analyse lexicale a fait son travail. L'analyse syntaxique, l'ordre dans lequel ces éléments ont été générés, ça a été respecté. Et là, vous remarquez aussi que l'opération de multiplication a été prioritaire. Voilà. D'ailleurs, par exemple, si on veut inverser ça, si on veut que l'opération d'addition soit plus prioritaire, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si on veut le faire, donc là, ici, au niveau de Bison, il suffit, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il suffit d'inverser l'ordre dans lequel ces tokens sont définis. Les tokens de multiplication et d'addition. Si je fais ça, donc les réductions de multiplication vont se faire avant, pardon, les réductions d'addition, de somme, vont se faire avant les réductions de multiplication. Donc comme résultat, alors là, ce qu'on va faire, on va recompiler. Donc, Bison. Alors là, en recompilant, si je reprends le même exemple, ici, comme résultat, on a 9. Alors, pourquoi 9? Parce que la somme a été plus prioritaire. Donc, on a fait 1 plus 2, c'est 3. 3 fois 3, ça donne 9. Voilà. Maintenant, si on introduit, par exemple, quelque chose qui ne correspond pas, là, on nous dit il y a une syntaxe erreur. C'est-à-dire l'ordre dans lequel ces éléments ont été introduits n'est pas. Voilà. Donc ça, c'est juste une petite démonstration de l'outil Bison. Bon, maintenant, il y a plein de choses que vous pouvez découvrir par vous-même. La documentation est abondante sur cet outil, donc c'est pas ce qui manque. Voilà, donc ça, c'était une petite présentation par rapport à Bison. Maintenant, pour terminer cette séance, donc je vous demanderai, donc j'ai un travail à vous demander à remettre pour la semaine prochaine, donc c'est un travail qui sera noté. Là, nous avons une grammaire G.
donc qui est composé des productions suivantes. Z donne E donne E intersection E, union E étoile, E plus, et on a comme terminaux A et B. Première question, est-ce que G est ambigu? Donc il faut justifier bien sûr votre réponse. Est-ce que G est LRK, avec K supérieur ou égal à 1? Donc, essayez de répondre à cette question, enfin non pas essayer, répondez à cette question sans utiliser d'item. Par la suite, je vous demanderai de générer la table d'analyse SLR1 en utilisant les items cette fois. Est-ce que G est SLR1? Si elle ne l'est pas, est-ce qu'on peut modifier notre analyseur, ajouter des contraintes pour traiter ce cas? C'est-à-dire, G n'est pas SLR1, et donc du coup, si elle n'est pas SLR1, donc il y a des multi-définitions, est-ce que je peux, j'ai ce qu'on appelle des shift reduce conflicts, donc la Bison peut parfois générer aussi ces warnings, parce qu'il est basé sur ces analyseurs. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'on peut traiter ces conflits? Et comment est-ce qu'on peut le faire? Voilà. Enfin, je vous demanderai de tester votre analyseur sur une chaîne de caractères. Donc, je vous l'ai donné. Et bien sûr, en donnant l'état de la pile d'analyse à chaque étape. Et enfin, générer le même analyseur que vous avez fait en utilisant Bison. Donc, en utilisant l'outil, vous définissez votre grammaire, vous générez l'analyseur et vous testez sur différentes chaînes de caractères. OK? Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à la séance prochaine, Inch'Allah.